Je pense que s'il doit y avoir des avancées en Amérique du Nord en matière de développement d'une nouvelle mine de phosphate, nous sommes idéalement positionnés. De plus, la présence de roches ignées constitue un avantage encore plus précieux, car elle nous permettra de produire de l'acide phosphorique purifié sans passer par l'industrie des engrais. C'était John Passalacqua. Et en ce moment même, il nous offre un aperçu en temps réel de ce qu'il faut pour construire une entreprise de batterie entièrement intégrée verticalement, en commençant par un simple terrain. Lorsque nous avons tourné ces images, First Phosphate demandait encore au marché de croire en son modèle. Depuis, ce modèle a commencé à attirer des soutiens de premier plan. En mars, l'entreprise a obtenu une approbation conditionnelle pour jusqu'à 16,7 millions de dollars canadiens de soutien fédéral non remboursable. Elle a ensuite enchaîné avec une lettre d'intention de l'agence de crédit à l'exportation du Danemark, portant sur un financement pouvant atteindre 170 millions d'euros pour soutenir son projet de phosphate igné au Québec. Il ne s'agit donc plus simplement de l'histoire d'un gisement de phosphate. C'est désormais l'histoire de savoir si une entreprise québécoise peut accomplir ce que personne n'a encore réussi au Canada ni en Amérique du Nord. Construire, à partir de zéro, une chaîne d'approvisionnement nord-américaine de batteries LFP depuis la roche ignée à haute pureté jusqu'à l'acide phosphorique, aux matériaux de cathode, puis aux batteries. Et pour comprendre cela, il faut en saisir toutes les dimensions. La géologie, les infrastructures, le marché, la politique et la personnalité qui porte ce projet vers l'avant. La roche ignée est également propre. Le gypse issu de la transformation de la roche ignée en acide phosphorique purifié est recyclable, contrairement à celui provenant de la roche sédimentaire. Alors que l'industrie traditionnelle du phosphate dans le Sud peine à composer avec son héritage environnemental, l'histoire dans le Nord prend une tournure bien différente. Le projet de John a trouvé des soutiens de poids, renforçant l'idée qu'il s'inscrit dans l'intérêt national. Lors du débat des chefs fédéraux canadiens de 2025, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a d'ailleurs souligné explicitement l'importance de cette région. Le Québec possède probablement les réserves de phosphate propres les plus importantes d'Amérique du Nord, situées dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une ressource essentielle qui doit être exploitée. C'est la meilleure façon de mettre à profit le port de Saguenay en tant qu'infrastructure dont nous avons besoin. Le consensus politique au Québec est en train d'évoluer. Les dirigeants considèrent désormais ces réserves de roches ignées non plus seulement comme une ressource, mais comme un élément d'infrastructure transformateur pour faire du territoire une superpuissance de l'énergie propre. Ce ne sont pas que des paroles. Le gouvernement fédéral a déjà engagé 57 millions de dollars pour le port de Saguenay afin de construire les infrastructures nécessaires au traitement de ces minéraux critiques et à leur acheminement rapide vers les marchés mondiaux. Le port de Saguenay se dit plus qu'optimiste à la suite de la publication du budget fédéral. Ottawa s'engage à consacrer 5 milliards de dollars sur 7 ans à un fonds visant à diversifier les corridors commerciaux, ce qui inclut l'agrandissement du quai Marcel-Dion à la baie. Voici le port de Saguenay et potentiellement le futur cœur battant de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en batterie LFP. Si l'investissement fédéral de 58 millions de dollars dans un second quai représente une avancée majeure pour les infrastructures régionales, il constitue également la dernière pièce du puzzle pour First Phosphate. L'entreprise y a sécurisé une option sur un terrain industriel afin d'y construire une usine d'acide phosphorique à la fine pointe de la technologie. Elle prévoit d'y traiter du phosphate de haute pureté, extrait de la propriété voisine de Bégin-Lamarche. Ce minerai sera transformé en matériau de qualité batterie, nécessaire au stockage de l'énergie et aux véhicules électriques. Nous construisons ce convoyeur qui va nous permettre de transporter la matière en montée et en descente de la colline. C'est une solution plus écologique et moins coûteuse que le transport par camion et elle sera très efficace. Elle est conçue pour les matériaux en vrac, entièrement fermés, donc sans bruit ni poussière. Ce n'est pas seulement une plateforme d'expédition. C'est un site d'intégration verticale où les matières premières du Québec sont transformées en composants technologiques à forte valeur ajoutée pour le marché mondial. Mais si l'avenir de ce port se tourne vers les batteries de haute technologie et les exportations mondiales, l'histoire du Saguenay et de l'industrie minière dans la région remonte bien plus loin. Au bord du grand fjord où la rivière chante, le Saguenay dormait sous les pins et les vents. L'identité industrielle de la région du Saguenay est née du paysage accidenté du plateau laurentien, où les épaisses forêts d'épinette et les puissants cours d'eau ont constitué un moteur idéal de développement. La première industrie à s'y implanter fut l'exploitation forestière en 1838, menée par William Price, aujourd'hui connu comme le père du Saguenay. Price y a établi des scieries et des fermes, transformant une réserve de traite des fourrures en un pôle mondial du bois, qui alimentait la Royal Navy et l'Empire britannique. La véritable accélération de la région survient toutefois au tournant du 20e siècle, lorsque l'accent passe du bois d'œuvre aux pâtes et papiers.
Cette époque est ensuite marquée par l'arrivée du magnate américain du tabac, James Buchanan Duke. Duke a reconnu l'immense potentiel hydroélectrique de la région et s'est associé au petit-fils de Price, Sir William Price, pour exploiter la rivière Grande Décharge. Ensemble, ils ont mis en service le barrage de l'Isle-Maligne en 1926, l'un des plus grands projets hydroélectriques de son époque, afin de fournir une énergie stable et à faible coût nécessaire à la production de papier journal de haute pureté et à l'essor de l'industrie de l'aluminium. Ce charbon blanc a transformé le Saguenay en un véritable pôle industriel, favorisant l'émergence d'une main-d'œuvre qualifiée et ouvrant la voie à la vallée de l'aluminium que nous connaissons aujourd'hui. L'industrie de l'aluminium est présente ici depuis, je crois, plus de 150 ans. Nous représentons la prochaine grande industrie pour la région, la technologie propre. Avec une grande partie des infrastructures déjà en place dans la région, nous nous appuyons sur un modèle très ciblé de phosphate igné allant de la mine jusqu'au marché. La solution verticale de phosphate de fer lithium commence ici, sur le site minier de Bégin-la-Marche. Ce gisement rare de phosphate igné se caractérise par une minéralisation de haute pureté affleurant en surface, permettant une exploitation à ciel ouvert à moindre coût. Il est très facile à exploiter car il n'est pas nécessaire de creuser profondément dans le sol, il affleure partout. À un certain stade, il suffit de procéder à des tirs de mine et d'ouvrir une grande fosse à ciel ouvert pour l'extraire. Comme il s'agit d'une roche ignée, la pureté du phosphate est exceptionnelle, elle est très élevée avec de très faibles teneurs en éléments indésirables tels que le thorium, l'uranium ou le cadmium. Notre phosphate est donc extrêmement pur et nous pouvons obtenir un concentré de très haute qualité à près de 95% de pureté. Nous disposons ici de l'un des phosphates les plus purs au monde. Ainsi, le fait qu'il s'agisse d'une roche ignée propre rend son extraction beaucoup plus simple, tout en respectant des standards environnementaux élevés. À ce jour, First Phosphate a réalisé plus de 30 000 mètres de forage, avec 30 000 mètres supplémentaires prévus d'ici le printemps 2026. Ces travaux de forage visent à soutenir ce que l'entreprise espère devenir une future mine, où First Phosphate cible une production annuelle de 900 000 tonnes de concentré de phosphate à haute teneur. Ce volume représente suffisamment de phosphate pour fabriquer environ 350 gigawattheures de batteries LFP par an. En termes simples, cela correspond à environ la moitié de la demande annuelle en batterie pour la production de véhicules en Amérique du Nord. Un phosphate propre est nécessaire pour les batteries de véhicules électriques ou tout système de stockage, notamment les batteries LFP. Cela permet d'obtenir de meilleures performances et de fabriquer des batteries de meilleure qualité. Sur la base de ses ressources actuelles, First Phosphate estime pouvoir maintenir ce niveau de production pendant environ 23 ans. Cela fonctionne en quelque sorte ainsi. La roche ignée permet de produire de l'acide phosphorique purifié qui sert ensuite à fabriquer le matériau actif de cathode LFP. Et ce matériau actif de cathode LFP est ensuite utilisé pour produire la cathode intégrée dans la batterie LFP. Vous vous demandez peut-être ce que sont les cathodes LFP. Commençons par comprendre comment fonctionnent les batteries. Les batteries stockent l'énergie chimique en logeant des ions lithium dans ce qu'on appelle l'anode. Lorsque vous utilisez votre appareil, la batterie convertit cette énergie en électricité en faisant circuler ces ions vers la cathode. Considérez la cathode comme un gant de réception qui capte les ions pour produire de l'énergie. Le type de batterie lithium le plus utilisé pour les véhicules électriques a traditionnellement recours à une cathode NMC, acronyme de nickel, manganèse et cobalt. Mais récemment, les cathodes LFP ou lithium-fer-phosphate gagnent en popularité à grande échelle. Elles sont en train de devenir la norme mondiale, notamment parce qu'elles présentent un risque d'incendie nettement plus faible. Elles offrent également une durée de vie plus longue et, utilisant du fer plutôt que du cobalt coûteux, elles sont généralement moins chères à produire. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que pratiquement tous les nouveaux processus industriels qui seront relocalisés aux États-Unis et au Canada nécessitent des batteries, et que tout cela repose sur des batteries LFP. En 2020, les batteries LFP représentaient seulement 10% des parts de marché mondial des véhicules électriques. En 2024, ce chiffre a fortement augmenté pour atteindre environ 40% à l'échelle mondiale et une position dominante de 60% en Chine. Et ce marché ne montre aucun signe de ralentissement. Les analystes prévoient que le marché des LFP passera d'environ 82,57 milliards de dollars en 2025 à plus de 160 milliards de dollars d'ici 2030. Et tandis que les médias se concentrent sur les voitures électriques, le véritable géant silencieux est le stockage d'énergie.
Les LFP sont les reines incontestées des batteries à l'échelle des réseaux électriques, utilisées pour stocker l'énergie solaire et éolienne, où elles détiennent une part de marché estimée jusqu'à 80%. Évidemment, j'ai un petit côté perfectionniste, alors j'essaie d'être le meilleur dans tout ce que je fais, n'est-ce pas? On essaie d'être le meilleur père possible, on essaie d'être le meilleur PDG possible, et au final, on se situe quelque part entre les deux. J'ai appris à bien connaître John au cours des dernières années, et le mot « perfectionniste » le décrit parfaitement. Il est intense, et dans cette industrie, certains peuvent mal interpréter cette intensité. Mais ayant vu ce qui se passe en coulisses, je peux vous dire une chose. S'il est intense, c'est parce qu'il est réellement impliqué. Transformer une société minière junior en une solution de batterie entièrement intégrée exige un type de résilience mentale bien particulier. Cela demande la capacité d'ignorer le bruit ambiant et la volonté de surpasser les sceptiques par le travail. Ce que je dis toujours aux gens, c'est que les critiques me rendent plus fort. Il n'y a rien que j'apprécie davantage dans la vie que de prouver à quelqu'un qu'il a tort, surtout lorsqu'il cherche à vous rabaisser. Si vous prenez le temps d'étudier les communiqués de presse de l'entreprise depuis sa création, vous y trouverez de nombreux protocoles d'entente, MOU, et développement corporatif qui témoignent de ce niveau d'engagement. De l'exploitation minière à Bégin-la-Marche, au traitement de l'acide phosphorique purifié au port, jusqu'au développement de ses propres batteries LFP. John reste entièrement concentré sur une solution intégrée de bout en bout. J'ai observé des centaines de PDG dans les secteurs miniers et technologiques aller et venir, mais rares sont ceux qui font preuve d'un engagement aussi focalisé sur leur mission que John. Pour lui, il ne s'agit pas simplement du cours d'une action. Il s'agit de démontrer que l'Amérique du Nord est réellement capable de construire cette chaîne d'approvisionnement à partir de zéro. Si je devais choisir une chanson, ce serait Frank Sinatra, n'est-ce pas? Nous faisons les choses à notre manière et cela fonctionne. Et nous en sommes satisfaits. Et c'est précisément là toute la particularité de John et de First Phosphate. Dans une industrie souvent portée par le suivisme, ils ont choisi la voie la plus difficile, faire les choses à leur manière, en construisant de zéro une chaîne d'approvisionnement nord-américaine entièrement verticale. La plupart des gens voient là une roche dans le sol au Québec, mais John y voit la brique fondamentale de la prochaine décennie énergétique. Il ne se contente pas d'exploiter du phosphate. Il conçoit le gant de réception, des batteries les plus importantes au monde. Que l'on parle d'intensité ou de perfectionnisme, c'est cette détermination qui a permis à cette entreprise de passer d'un concept à un futur leader dans le domaine des batteries LFP. C'est une vision audacieuse, mais à mesure que le monde s'oriente vers une énergie plus propre, plus sûre et plus localisée, faire les choses à sa manière pourrait bien être exactement ce dont le marché a besoin.